Je vous propose aujourd'hui un texte d'Aristote tiré de la Constitution des Athéniens et portant sur la vie politique à Athènes au Ve siècle. Tant que Périclès fut à la tête du peuple, les affaires politiques allèrent assez bien. Mais après sa mort, ce fut de mal en pis. C'est alors que pour la première fois, le peuple mit à sa tête quelqu'un qui n'avait pas bonne réputation chez les honnêtes gens. Auparavant, c'étaient toujours les honnêtes gens qui dirigeaient le peuple. C'étaient les démagogues. En effet, au début, le premier qui fut à la tête du peuple fut Solon. Le second fut Pisistrate. Tous deux étaient de bonne famille et faisaient partie des notables. Après le renversement de la tyrannie, ce fut Clisthène, de la famille des Alcméonides. Et il n'eut plus d'adversaire après l'expulsion des partisans d'Isagoras. Ensuite, Xanthippe fut à la tête du peuple, alors que Miltiade était à la tête des notables. Puis ce fut Thémistocle et Aristide. Après eux, Éphialte fut à la tête du peuple et Simon à la tête des riches. Puis Périclès à la tête du peuple et Thucydide, parent par alliance de Simon, à la tête des autres. À la mort de Périclès, Nicias, celui qui périt en Sicile, fut à la tête des gens en vue. Et pour le peuple, ce fut Cléon, fils de Cléaeinétos. C'est lui qui paraît avoir le plus corrompu le peuple par ses emportements, qui le premier cria à la tribune, se mit à insulter et à parler en public, tout en se débraillant alors que les autres orateurs gardaient une attitude correcte. Ensuite, il eut à la tête des gens en vue Théramène, fils d'Agnon, et à la tête du peuple Cléophon, le fabricant de lyres, qui fut le premier à procurer la diobélie. Il la distribua pendant quelque temps. Puis Callicratès de Paeania le renversa, en promettant le premier d'ajouter une obole aux deux autres. D'ailleurs, plus tard, on les condamna tous les deux à mort. C'est en effet l'habitude de la foule, si on l'a trompé, de haïr plus tard ceux qui l'ont amené à des actions qui tournent mal. À partir de Cléophon, ceux qui optèrent sans interruption la direction du peuple furent ceux qui, au plus haut point, voulaient se montrer audacieux pour plaire au grand nombre, en ne regardant que le moment présent. Ceux qui, après les anciens, semblent avoir été les meilleurs hommes politiques à Athènes sont Nicias, Thucydide et Théramène. Sur Nicias et Thucydide, presque tous s'accordent à dire qu'ils ont été non seulement des gens bien, mais aussi des hommes politiques au service de toute la cité, comme un père de famille. Pour Théramène, comme la vie politique de son temps a été très agitée, les jugements portés sur lui sont controversés. Il semble cependant à ceux qui ne font pas de déclaration à la légère, et non à ceux qui se comportent en calomniateurs, qu'il cherchait non pas à renverser toutes les formes de gouvernement, mais qu'il les soutenait toutes, tant qu'elles respectaient la loi, dans l'idée qu'il pouvait faire de la politique dans toutes, comme tout bon citoyen doit en faire, mais sans rien concéder à celles qui ne respectaient pas les lois, de sorte qu'il se fit détester. Passons à la présentation du document en identifiant tout d'abord la source qui a été utilisée. La Constitution des Athéniens est attribuée à Aristote. Elle est sans doute une enquête parmi un ensemble concernant 158 constitutions de cités menées par ses élèves dans le troisième quart du IVe siècle. Enquête destinée à servir de matière première à une réflexion sur la politique et la meilleure façon de gouverner, qui est l'objet de la politique. On s'intéressera donc aux opinions politiques d'Aristote ou à son enseignement dans cette perspective. Il ne s'agit pas d'un texte constitutionnel. Si l'information de la seconde partie de l'œuvre est sûre, description des institutions du temps d'Aristote, la partie historique est très délicate à utiliser.
à cause de nombreuses incohérences ou erreurs, ou parce qu'Aristote interprète l'histoire en fonction de son enseignement. Les enquêteurs ont pu utiliser des sources hostiles à la démocratie. Quelle est la place de l'extrait qui est élu dans la Constitution? Aristote fait le bilan de l'évolution politique d'Athènes après l'œuvre de Périclès en 429 et avant les bouleversements de la guerre du Péloponnèse. Radicalisation de la démocratie et brève révolution oligarchique en 411 et 404, dont Théramène fut un des chefs. La mort de Périclès a constitué un tournant dans les directions du peuple. Lui ont succédé de mauvais dirigeants. Jusqu'à Périclès, les chefs du peuple étaient des aristocrates. Et de Clisthène à Cléon, les hommes politiques s'opposèrent souvent en deux partis, les chefs du peuple et les chefs des honnêtes gens ou notables. Après Cléon, les chefs du peuple furent des démagogues. Les jugements favorables portés par les anciens sur ces hommes politiques concernent Thucydide, Nicias et Théramène, même si ce personnage est très contesté. On s'intéressera à la vision binaire de la vie politique athénienne en se demandant sur quoi elle se fonde. D'après ce que l'on sait par ailleurs des hommes politiques, de leur politique et de leur soutien, peut-on les appeler des partis? Et en critiquant éventuellement Aristote. On reconnaîtra les deux périodes dans l'histoire de la direction du peuple à Athènes jusqu'à Périclès et après Périclès. Quels sont les critères de ces distinctions? Y a-t-il eu évolution de la vie politique? De l'origine sociale des chefs du peuple? De leur style? On s'interrogera sur la méthode d'Aristote, l'explication de la vie politique par ce qui apparaît comme une lutte de partis, le jugement favorable à l'égard de Nicias, Thucydide et Théramène. Aristote dresse la liste d'une série de couples de chefs politiques opposés. Les uns qualifiés de chefs du peuple, en grec prostatai tou démou, ou démagogues. Les autres de chefs des notables ou des honnêtes gens, ou des riches, ou simplement des autres. On peut étendre cette liste à Solon et à Pisistrate si l'on se réfère à ce qu'Aristote en dit dans les pages précédentes. L'expression « être à la tête du peuple » ou « diriger le peuple », « être démagogue » demande une explication. Il ne s'agit pas d'une magistrature, arché, mais d'une influence qui s'exerce sur le démos, le peuple. Il faut donc expliquer ce dernier terme. Il ne concerne que des citoyens, mais peut être compris comme le peuple assemblé ou comme une sorte de parti populaire par opposition aux honnêtes gens. Il semble que ce soit ainsi que l'entend Aristote à cause de l'opposition à riches, honnêtes gens, notables. Mais on peut comprendre peuple comme peuple assemblé, le chef du peuple n'étant alors que celui qui est suivi, pendant un certain temps, par la majorité lors des séances de l'Assemblée. Il faut donc rappeler le rôle de l'éloquence pour diriger le peuple. Le terme démagogue ne paraît pas avoir de signification péjorative dans ce passage. Les expressions honnêtes gens, gens en vue, demandent un commentaire. Aristote utilise aussi notable et riche, et enfin gens bien, sont les fameux kaloi kagatoi. Leur caractéristique est d'associer signification morale et sociale. Ils concernent non pas une noblesse constituée, mais plutôt une aristocratie assez large, fondée à la fois sur la renommée de la famille, l'éducation et la richesse. On peut rapprocher ce vocabulaire de celui de la Constitution des Athéniens attribuée à Xénophon. Comment, d'après nos connaissances, justifier une telle classification? Il faut étudier d'abord, très brièvement, Solon ou Pisistrate, puisque le texte est centré sur le 5e siècle. Ensuite, les différents hommes politiques cités, moins pour eux-mêmes, il ne s'agit pas de recopier des articles de dictionnaire, que dans la perspective de cette opposition entre le peuple et les notables.
Pour Solon, c'est fort contestable. Lui-même dit qu'il est resté ferme entre les deux parties. Mais il est exact qu'il a réuni le peuple et qu'il a pu instituer le tribunal du peuple. Pisistrate passe pour avoir été favorable au petit peuple et s'est opposé à Lycurgue, qui représentait la plaine, donc sans aucun doute le parti de l'aristocratie foncière. Toutefois, les historiens sont loin d'être unanimes sur cette interprétation. Clisthène s'est appuyé sur le peuple. Il faut entendre par là sans doute la majorité à l'Assemblée. Pour promouvoir ces réformes et, comme elles ont suscité une lutte civile avec intervention spartiate du côté d'Isagoras, on peut souscrire à ce que dit Aristote. Cependant, à l'origine, l'opposition entre Isagoras et Clisthène est une rivalité entre aristocrates pour la direction de la cité. Rien, en revanche, ne justifie une interprétation du type lutte de partis pour l'opposition entre Xanthippe et Miltiade, fondée uniquement sur l'échec de Miltiade devant Paros. Mais leurs fils respectifs, Périclès et Cimon, se sont opposés quelques 27 ans plus tard et pour des raisons politiques intérieures lors des réformes des Phialtes en 462-461. Il en va de même de l'opposition entre Thémistocle et Aristide. Outre les rivalités personnelles, elle peut concerner la politique navale. Toutefois, il est douteux que, dès 483, on en ait entrevu les conséquences politiques. Le renforcement des marins par rapport aux hoplites. D'ailleurs, Aristide, puis Cimon, réputés chefs des notables ou des riches, ont ensuite eux aussi contribué à l'essor maritime d'Athènes. C'est avec Cimon et Éphialte qu'apparaît vraiment l'opposition entre deux politiques. Mais Éphialte est inconnu avant sa réforme. Aristote comble donc les vides. Il aurait pu signaler la rivalité entre Thémistocle et Cimon, qui est du même genre que celle d'Aristide et de Cimon, et qui concerne, semble-t-il, surtout la politique à l'égard de Sparte. Il convient donc de développer ce que l'on sait, peu de choses sûres, sur le contexte politique de l'action des Phialtes. L'absence de Cimon et de ses hoplites, la réduction des pouvoirs de l'Aréopage et les hypothèses des historiens, l'ostracisme de Cimon et l'assassinat des Phialtes. On peut parler de parti démocratique dans la mesure où Éphialte n'a pas agi seul devant le peuple. Périclès, débutant en politique, était avec lui et poursuivit son action. L'opposition entre Périclès et Thucydide, fils de Mélésias, à ne pas confondre avec l'historien, est connue par la vie de Périclès de Plutarque. Elle concerne le programme de grands travaux des années 440 et l'utilisation du tribut des alliés. On se demandera en quoi cela pouvait susciter une opposition des notables. Raison morale, détournement de fonds, de piété, refus d'ostentation, de dépenses, favorable au peuple, travail donné au peuple, mais des métèques en profitaient sans doute aussi. Et surtout, gloire du peuple. Mais l'on ne dit pas, par exemple, que Thucydide se soit opposé à la création des mystoi. Il est toutefois probable que Thucydide apparaissait effectivement comme le chef d'une minorité à l'Assemblée, capable parfois de l'emporter, représentant un courant hostile à l'évolution démocratique d'Athènes depuis les réformes des Phialtes dont nous avons des traces par ailleurs. Ici, l'œuvre de Périclès ne peut être invoquée que dans la problématique du renforcement ou non de la démocratie. L'ostracisme de Thucydide en 443 permet à Périclès de s'imposer et d'être réélu stratège jusqu'à sa mort en 429. On réservera l'étude de la façon dont il s'imposait au peuple, assemblée pour la partie suivante. Aristote omet de parler d'une opposition à Périclès, celle de Cléon dans les dernières années. Une telle opposition ne correspond pas à son schéma. L'opposition entre Cléon et Nicias ne paraît pas porter sur la politique intérieure, mais sur la politique extérieure, et, à certains égards, l'un et l'autre sont des continuateurs de la politique de Périclès. En fait, on ne connaît rien des positions de Nicias en politique intérieure. Les historiens ont l'habitude de le classer parmi les modérés ou les conservateurs, à cause de l'opinion favorable d'Aristote.
Mais Aristote n'obéit-il pas à un schéma? Cette classification tiendrait non à l'origine sociale des deux hommes, tous deux enrichis dans les affaires, tannerie pour Cléon, mine pour Nicias, mais à leur style, à la façon dont ils firent carrière. L'un, Nicias, était accueilli parmi les honnêtes gens, alors que l'autre se proclamait l'ami du peuple. Il suffit de voir les cavaliers d'Aristophane. L'opposition entre Théramène et Cléophon apparaît tout aussi artificielle. C'est seulement en 405, à propos de la paix assignée avec Sparte, qu'ils s'opposent. Sinon, s'il est exact que Théramène fut l'un des chefs les plus remarquables des deux révolutions oligarchiques de 411 et 404, alors qu'entre-temps Cléophon fut le chef le plus écouté de la démocratie restaurée, on ne sait quelle part il prit à cette restauration. Il est très probable que la diobélie, versement donc de 2 oboles, fut une allocation donnée quotidiennement aux nécessiteux dans cette période, très malheureuse pour les Athéniens, de la fin de la guerre du Péloponnèse. On ne connaît rien de Callicratès. La condamnation à mort de ces 2 chefs paraît être en rapport non avec la diobélie, mais avec la défaite de 404 et l'affluence oligarchique dans une Athènes aux abois. Passons maintenant au problème de la succession des chefs du peuple et du tournant à la mort de Périclès. Je cite Aristote. Avant Périclès, c'étaient toujours les honnêtes gens qui dirigeaient le peuple. Fin de citation. On fera donc des recherches sur l'origine sociale des réputés chefs du peuple en utilisant les index, les dictionnaires et les autres ouvrages de référence. On mettra en évidence la famille des Alcméonides, ne pas utiliser à son propos la notion de génos dans un sens de clan aristocratique, et ses alliés, et l'oubli curieux d'Alcibiade, lequel ne correspond pas au schéma d'Aristote, car postérieur à 429. Alcibiade défend sa position et celle de sa famille dans un discours à Sparte en 415, lorsqu'il choisit de s'exiler. Je renvoie au livre 6 de Thucydide. Le cas de Thémistocle est discuté, mais il est probable qu'il appartenait aussi à l'aristocratie. Voir son élection comme archonte en 493, comme stratège en 490. Il était du génos, famille sacerdotale, des Lycomides. On développera la façon dont Périclès avait imposé ses vues à l'Assemblée et la raison pour laquelle Thucydide écrit qu'il s'agissait du gouvernement du premier citoyen. Jusqu'à Périclès, les chefs du peuple se recrutent donc dans une aristocratie et leurs adversaires sont issus du même milieu. L'idée d'Aristote, développée dans d'autres sources, par exemple chez Aristophane et Thucydide, et admise aujourd'hui, est celle d'un changement important dans la direction du peuple après Périclès. Leurs détracteurs et les caricatures d'Aristophane ont fait passer ces chefs pour des gens de naissance douteuse, voire étrangère. C'est faux pour Cléon et pour Cléophon, dont le père fut stratège. Et ils étaient certainement riches et de la même condition sociale que Nicias. Beaucoup tenaient leur richesse d'activité dans les affaires, et non de propriété foncière, comme l'ancienne aristocratie. Le changement se remarque surtout par le nouveau style de ces hommes politiques, ne faisant pas le même type de carrière que les précédents, où l'on avait de l'influence déjà par les commandements militaires, par l'appui de groupes d'amis souvent recrutés dans une aristocratie. L'exemple de Cléon montre la rupture. Adresse directe au peuple assemblé, rôle de l'éloquence, annonce du pouvoir des orateurs. Pour conclure, je dirais que ce texte montre comment un très grand philosophe du IVe siècle reconstruit l'histoire d'Athènes de façon systématique. Il retrace une évolution en se fondant sur un travail de documentation très fourni.
il faut distinguer d'une part la réalité et d'autre part l'image qu'en donne la constitution des Athéniens.